Monsieur Nedjar, brièvement, il y a deux questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et donc je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti c'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Dans un portrait France Info vous consacré en 2017, il est écrit la une était validée. Ce n'est pas votre citation, c'est un ancien salarié. La une était validée quasi quotidiennement par Bolloré. Rien d'étonnant, le milliardaire avait déclaré à des salariés de la Tribune en 2007 dans mes médias, j'ai le final cut. C'était dans Le Monde. Il n'y avait jamais d'intervention directe de Bolloré, mais tous ces desiderata passaient par Monsieur Nedjar. Ça se matérialisait dans les choix de une, dans les sujets mis en avant, ou au contraire passaient sous silence, précise cet ancien de la rédaction qui s'interroge encore sur, je cite, ses excès de zèle. Est-ce que le confrère qui a écrit ce portrait a menti? Vous parlez de témoignages anonymes, donc je ne sais pas de qui il s'agit. Voilà. On peut dire tout et n'importe quoi sous couvert d'anonymat. Alors, une autre citation de cette source. Il disait, et donc c'est un propos qui vous est prêté, ça ne va pas lui plaire, ou encore, Vincent ne va pas être content, sans qu'on sache si c'était Bolloré qui le lui avait dit ou si c'était lui qui anticipait sa réaction. Est-ce que ce genre de propos, vous avez pu le tenir? C'est encore un témoignage anonyme, donc je ne sais pas. Enfin, j'ai dit tellement de choses. Sachez quand même que j'ai bossé beaucoup et j'ai dit beaucoup de choses. C'est ce que vous voulez entendre. C'est d'une façon ou d'une autre. Il y a interaction de Vincent Bolloré sur mes prises de décision. La réponse est encore et toujours non. Moi, ce que je voulais entendre, Monsieur Nedjar, c'était de savoir si le propos qui vous était attribué, vous pouviez l'endosser en disant oui, il a pu m'arriver de le dire, oui, je l'ai dit souvent, non, je ne l'ai jamais dit. Vous voyez, le fait que la source soit anonyme ne change rien au problème. Enfin, ça remonte à quand, ça? C'est un portrait de 2017, on parle de l'année 2016. Non. Sur Quotidien, j'ai eu un portrait également qui disait que j'étais catholique pratiquant. Donc, je ne sais pas. C'est toujours pas la réponse à ma question, monsieur. C'est de la même veine. Vous me demandez de répondre à des phrases, sur des phrases que j'aurais pu prononcer, que j'aurais prononcées. Mais c'est tout à fait possible que je les prononce. Mais à titre personnel, mais jamais en faisant référence à Vincent Bolloré. Ou alors, voilà, jamais. Vous me permettrez de relever une contradiction. Il est possible que vous l'ayez prononcé, mais ça ne ferait pas allusion à Vincent Bolloré. Et puis vous me dites que vous ne pourriez pas vous en souvenir, alors que tout à l'heure vous vous rappeliez du sujet de Fanny Bruguière sur les élections présidentielles au Gabon. J'ai du mal à croire que vous ne vous rappeliez pas de ce genre de propos. Le portrait de 2017 a dû compter. Bon, d'abord, je crois que les phrases dont vous parlez, ça, c'est plutôt de l'époque où je travaillais à Direct Matin, non, c'est pas ça. Donc, c'est pas les mêmes années. Là, on parlait de choses qui ont lieu quand j'étais à la tête de CNews, ce qui est beaucoup plus récent. Donc, Monsieur Pro, est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Je vous remercie de cette question. Euh, je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non? Depuis 2016, j'ai donc dû faire 4000 heures d'émissions sur CNews. À chaque fois qu'on fait une erreur parce qu'on ne modère pas un propos sur un plateau, on s'en veut.
Et ça arrive. Et ça arrive. Hélas. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc c'est arrivé, avec l'exemple que vous citez, où j'aurais dû intervenir. Vous avez utilisé les bons qualificatifs, ignobles, inacceptables, et on les assume. Ce sont en effet c'est une erreur inacceptable. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et en plus ça tombe sur une émission qui est enregistrée. Donc c'est une émission qui est enregistrée le vendredi, contrecarrée à nos obligations. Bien évidemment, nous avons constaté ce que vous venez d'énoncer, donc deux, trois choses très importantes que nous avons corrigées. Nous avons donc fait, avec un monteur, avec le rédacteur en chef de l'émission, qui a participé à ce montage, ce nouveau montage, donc nous avons fait une version que nous appellerons V2. Il y a un problème technique qui a fait que cette V2 n'est pas rentrée dans les tuyaux, mais les personnes concernées ont rentré la version V1, qui était celle que nous voulions bien évidemment bannir. Le résultat, vous l'avez dit, un choc très important de la part de l'ensemble des rédacteurs, d'abord de la chaîne et du public, puisqu'il y a eu énormément de réactions. Donc c'est une erreur impardonnable, d'autant plus impardonnable qu'elle est, encore une fois, je parle d'une émission enregistrée. C'est ce qui aujourd'hui, et depuis le début de la semaine, nous travaille le plus. On va revenir un instant sur cette émission Enquête d'esprit sur l'IVG. En réalité, elle est diffusée 2 fois. Donc, quand est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème à la diffusion de la première ou à la diffusion de la deuxième émission? À la diffusion de la première, et ensuite, donc, il y a tout un processus, bien évidemment, d'aller-retour tout au long de la journée pour se demander enfin, on a passé notre journée à savoir qui, quoi et pourquoi. Donc, ça a créé énormément de diffusion. C'est un dimanche, c'est aussi un jour qui est un peu plus fragile pour nous, le week-end. Et quand ça veut pas, ça veut pas. C'est-à-dire que la deuxième émission est passée exactement avec la V1. D'accord. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça veut pas parce qu'en l'occurrence, on a une émission qui est 48 minutes dédiée à la défense de l'anti-avortement, des thèses anti-avortement. L'avortement concerne un être humain que l'on empêche de naître. Avorter, c'est contraire à la mission de la femme. L'insaciabilité des promoteurs de l'avortement qui voient tout par le prisme de la femme, comme si la femme pouvait être totalement supérieure à son propre corps, à sa propre nature. Moi, je vois plutôt une grande cohérence entre le visuel qui a été diffusé et le propos général du programme. Pas vous? On sait vraiment que la cohérence viendrait de le faire quelques jours avant de vous rencontrer dans cette assemblée. Dont acte. Pour ce qui est de la décision du Conseil d'État en matière de pluralisme, Madame Ferrari, vous avez déclaré: c'est un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton, blabla. Pascal Praud, aucun autre média, évidemment, n'est soumis à cette même jurisprudence. Vous saviez à l'époque que c'était faux? Alors, le blabla, ça concernait les propos que j'ai tenus, monsieur le rapporteur? D'accord. Le CNews est une chaîne d'information. Nous n'avons pas remis en cause la décision du Conseil d'État, simplement l'obligation qui incombe désormais à l'ARCOM d'étiqueter politiquement qui compte va désormais s'exprimer sur nos plateaux. Ça pose une difficulté, effectivement, d'étiqueter des journalistes. Et je pense que vous avez bien compris mes propos. Répondez à la question, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous saviez, en disant c'est un régime d'exception, un régime dérogatoire, est-ce que vous saviez, en le disant, que c'était faux? Dans un premier temps, effectivement, nous pensions que c'était uniquement dédié à CNews. Je pose la même question à monsieur Praud. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'était faux? Tout le monde a bien compris que derrière cette décision du Conseil d'État, ça concernera évidemment tous les médias, mais que celui qui est précisément ciblé, c'est CNews. Vas-y, monsieur Thierry. Monsieur le rapporteur, c'est juste, je me permets de réitérer mon propos, c'est que la question que vous posez à Pascal Praud et à Laurence Ferrari, il faut la poser à quasiment tous les journalistes de ce pays, parce que c'est la présentation qui a été faite, partout. Je regrette. Je suis en plein accord avec vous, ça n'est pas la réalité. C'est dommage que vous n'ayez pas pris le temps de discuter avec l'équipe juridique du groupe pour éviter ce genre de bévue, parce que là, on est dans un cadre de fausse information. Une dernière fois, dites-le à tous les médias de ce pays. Mais vous inquiétez pas, j'y manquerai pas. On va reprendre sur la notion de chaîne d'opinion ou chaîne d'information. Monsieur Nedjar,
comment expliquez-vous que sur CNews, des intervenants plus ou moins réguliers puissent dire, je cite M. Bigot, 15 mars 2023, ici sur CNews, on est dans un microclimat, on sait bien à qui appartient la chaîne, une bourgeoisie qui reste patriote. M. Jacobelli, mon collègue, en juillet 2023, dit qu'il y ait des médias d'opinion. CNews, clairement, a des orientations qu'on peut deviner, mais c'est une chaîne privée. Ou encore, M. Vincent Hervouet, 17 janvier 2023, ici sur CNews, on est dans une chaîne d'opinion. Qu'est-ce qui peut amener des personnes qui viennent régulièrement sur votre chaîne à penser qu'elles sont dans une chaîne d'opinion? On parle de tout avec tout le monde. Et donc la liberté d'expression, puisque c'est le propre de nos métiers, la liberté d'expression. Et c'est ce qui a fait le succès de CNews, puisque nous avons créé une chaîne qui s'intéresse aux gens et que les gens dans lesquels les gens se retrouvent. Je ne peux pas empêcher telle ou telle personne de penser que CNews est une chaîne d'opinion. Ça ne l'est pas, mais c'est conçu comme ça. Nous revendiquons une chose, c'est d'être une chaîne de toutes les opinions. Sur chaque sujet traité, nous avons une diversité de points de vue et d'analyses. Merci. Alors, je voudrais d'abord revenir dans une première question sur l'émission où a été donc diffusé ce fameux visuel comparant l'IVG avec le cancer et le tabac comme cause de mortalité. Alors, vous avez tous réagi en disant qu'il y avait une erreur de visuel qui aurait été corrigée, dont la V1 a malgré tout été diffusée 2 fois parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, je vous cite. Bien, par contre, je n'ai entendu aucune excuse sur l'émission en tant que telle. Et c'est ce qui m'étonne un peu parce que j'aimerais savoir si cette émission sans le visuel vous conviendrait, si l'erreur ne reposait que sur le visuel. Parce que l'assimilation de l'IVG au meurtre a été faite au cours même de cette émission par Lucie Pachery, qui était invitée, qui est chargée de plaidoyer de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est porte-parole de la Marche pour la vie, qui a dit « C'est important de se rappeler que le principe « tu ne tueras pas » n'est pas réservé aux croyants. Ce principe vaut également pour la mère et pour l'enfant. » Comme aussi les propos racistes ou négationnistes. L'exemple avait été donné, par exemple, au sujet du ghetto de Varsovie. La chose ne vous pose pas problème. Donc, vous expliquez que pour vous, le pluralisme, ça peut être une émission avec entièrement des personnes qui disent toute leur hostilité au droit à l'IVG, et ensuite une émission successive, donc c'est votre conception du pluralisme, avec 2 autres personnes. J'en profite pour vous demander, donc Céline Pina et Rachel Kahn, qui sont effectivement pas susceptibles d'être anti-IVG à ma connaissance, mais quelle est l'expertise singulière qu'elles ont sur le sujet, et ça me permet de vous poser la question plus largement quand vous invitez des personnes pour s'exprimer, et notamment pour faire le contre, quel type d'expertise? Par exemple, vous n'avez pas invité à ce moment-là de militantes féministes du droit à l'avortement qui seraient actuellement en train de se battre pour la constitutionnalisation, par exemple. C'est une remarque que je me fais. Et du coup aussi, toujours sur la question du pluralisme, j'ai bien noté, Monsieur Bauder, votre phrase, que vraiment tout le monde était le bienvenu, sauf ceux qui se servent de nos plateaux pour faire scandale ou pour poursuivre leur agenda. Alors, je trouve ça très intéressant. J'aimerais savoir si, par exemple, Éric Zemmour poursuit un agenda quand il vient sur vos plateaux ou pas. Et j'aimerais savoir, du coup, si, quand Pascal Praud dit à Caroline Mécari qu'elle est insupportable et qu'il ne faut plus venir, ou quand elle traite Claire Nouvian. Alors, je sais, il y a des montages, mais il y a des mots. Il y a folle, hystérique, un melon qui ne passe plus les portes. Est-ce que c'est qu'elles avaient fait scandale? Est-ce que du coup vous considérez que ces mots sont des mots qui sont de nature à ne pas les faire revenir parce qu'elles contreviennent aux conditions que vous posez au pluralisme? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont en fait des mots qui participent d'une volonté d'inviter certaines personnes et de les traiter d'une certaine façon, parce que non pas cela leur permet d'exprimer de façon pluraliste des choses, hein, c'est ça le pluralisme, c'est le fait que chacun puisse s'exprimer, mais plutôt que ça permet d'orchestrer finalement des moments d'une particulière violence qui peut-être plaisent aux personnes qui les regardent. Sur l'expertise de Madame Rachel Kahn et de Madame Céline Pina, effectivement, elles étaient... elles étaient invitées en tant que citoyennes et c'était leur point de vue qui nous intéressait. Les associations féministes, on en a invité, elles nous boycottent. Je me souviens notamment de la Fondation des femmes. Sur cette émission, il n'y a pas de remise en cause du droit à l'IVG. Et l'ensemble des débats ou des interventions ou des prises de parole qui ont pu avoir lieu sur ce sujet, et je pense notamment aux prises de parole de Charlotte Dornelas dans Face à l'info hier soir, concernaient la question de la constitutionnalisation de ce droit. Sur l'émission Enquête d'esprit, spécifiquement, et sur ce sujet de l'IVG, vous comprenez, c'est-à-dire, j'ai fait le choix, avec Serge Nedjar, nous avons fait le choix de ne pas faire un plateau dans lequel il y aurait un débat avec des militantes
de la constitutionnalisation et effectivement des femmes qui, pour des motifs spirituels, pouvaient effectivement avoir un autre point de vue. Nous avons choisi, et c'est notre liberté éditoriale, de laisser cette émission et ensuite de donner la parole à des personnalités qui ne sont pas, de votre point de vue, suspectes d'être anti-IVG. Je parle de Céline Pina, je parle de Rachel Kahn, je parle de Maître Pardo qui s'est exprimé aussi sur notre antenne. Donc, sur ce sujet qui est effectivement un sujet sensible, délicat, encore une fois, il n'y a pas de remise en cause de ce droit et il n'y a pas eu sur l'antenne de CNews de remise en cause de ce. J'estimais que l'expression d'une défense de l'IVG et de la constitutionnalisation de l'IVG était, avec Rachel Kahn et Céline Pina, suffisante. Quant à Éric Zemmour, sur son agenda, moi, je n'ai pas l'agenda d'Éric Zemmour. J'ai un journaliste, un chroniqueur, un éditorialiste, que toutes les chaînes d'infos s'arrachent, et que Serge Nedja essaye de convaincre de venir chez nous. Quand Éric Zemmour arrive, je suis très content. Et en fait, on travaille avec Éric Zemmour, je vous le dis, parce que j'ai travaillé avec lui spécifiquement pour effectivement qu'on reste dans l'actualité et dans l'information, et pas dans un quelconque agenda ou je ne sais quoi. Ce qui m'importait, c'était son regard sur l'actualité. On ne nous a pas toujours connus bêtes et disciplinés. Madame Ferrari, toujours à propos de cette décision, disait « CNews ne cédera à aucune intimidation, aucune pression ». Que voulez-vous dire, madame? Est-ce que vous considérez qu'une décision du Conseil d'État relève d'une pression? Non, puisque le Conseil d'État, monsieur le rapporteur, comme vous l'avez peut-être dit, a spécifié que CNews était une chaîne d'information. Donc nous sommes très respectueux de la décision du Conseil d'État. Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre effectivement de la régulation du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Revenons un instant à l'émission Enquête d'esprit. Qui a décidé de la création de cette émission, s'il vous plaît? C'est moi. Traiter de façon spirituelle des sujets d'actualité, c'était le concept que nous avons essayé de faire et que nous tenons depuis sa création. Voilà. Et on s'est donc dit dans une chaîne qui, malheureusement, comme l'ensemble des chaînes d'information continue et plutôt anxiogène, le dimanche, à l'heure du repas, de faire une émission d'information mais totalement différente et parler un petit peu de choses positives. J'ose utiliser le terme d'amour, de sérénité. C'était plutôt très agréable pour une chaîne comme la nôtre. Monsieur Nedjar, vous nous dites que c'est une émission qui présente sous un aspect spirituel des informations et elle apporte une forme de sérénité, qu'elle n'est pas anxiogène. Bon, dont acte. Néanmoins, le 2 octobre 2022, M. Pourbet commençait son émission en précisant « C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. » Alors, déjà, j'ai l'impression que votre appréciation en matière d'anxiogène ou d'anxiété était un peu déplacée, parce que moi, je me sens très anxieux à la lecture de ce genre de choses. Est-ce que vous considérez qu'un tel propos relève de l'information ou plus simplement du prosélytisme? En aucun cas, cette émission relève du prosélytisme. C'était la 180e émission dimanche dernier et nous n'avons jamais reçu une remarque de l'ARCOM concernant cette émission. Et concernant l'émission que vous citez, il s'agit du lundi 4 octobre, c'est l'émission sur l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel qui est présent dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, qui est un archange chargé de lutter justement contre les forces du mal. Donc je vous invite à regarder l'entièreté de l'émission. Comment garantissez-vous le pluralisme du point de vue des religions, y compris en laissant s'exprimer éventuellement les libres penseurs? Nous ne sommes pas obligés de faire parler toutes les religions.
la charte de déontologie du groupe, Monsieur Nedjar, elle propose ou elle dispose que tout journaliste du groupe Canal doit être informé par la direction d'une modification éditoriale susceptible de dénaturer son travail en amont de la diffusion. Il peut alors refuser de signer l'article, l'émission, la partie d'émission ou la contribution concernée sans que cela puisse lui être reproché. Il y a un paradoxe, Monsieur Nedjar, dans cette disposition d'un code de déontologie, c'est que précisément, un code de déontologie, c'est fait pour respecter la déontologie. Or, modifier le contenu de ce qu'un journaliste produit, ça n'est pas déontologique, non? Je comprends pas votre question. En fait, je dois être limité, mais je comprends pas votre question. Non, je suis peut-être allé un peu vite. Je comprends les mots et les accords, mais là, je comprends pas le fond de votre question. Pardonnez-moi. Hein. Non, mais je vous en prie, je ne le prends pas comme une offense. En l'occurrence, la charte dispose qu'il est permis aux journalistes de refuser qu'on altère leur travail, ou en tout cas, non pas de refuser qu'on altère leur travail, mais de signer leur travail altéré. Voilà, il me semble que la déontologie voudrait que la direction n'altérera jamais le travail d'un journaliste. Cette charte, elle est là, effectivement, elle a été signée. Et effectivement, ce que vous dites est vrai, mais si le journaliste est d'accord pour le faire, il le fait. Et c'était le cas de l'émission dont on parle. 74 départs. Il y a eu 74 personnes qui sont parties de tête. Hein. Après, ça remonte à quelques années. Aujourd'hui, nous sommes 250, nous sommes 300, 250, 200 journalistes. Donc, voilà. Et en fait, pour les conditions, c'est un protocole d'accord que nous avons signé avec les représentants des grévistes pour sortir dans la grève qui mettait en avant les conditions de départ. Ils ne comprenaient pas cette cause d'ailleurs. Bien, effectivement, il faudra nous transmettre par écrit le nombre de clauses de non-dénigrement. Ce qui serait paradoxal, c'est qu'une chaîne qui se présente comme le porte-voix de la liberté d'expression est contraint au silence des dizaines, voire des centaines de personnes. Je suis surpris de ce genre de remarques s'agissant de mesures totalement légales qui sont pratiquées couramment dans n'importe quelle entreprise. Et évidemment, les personnes concernées ne sont pas obligées de l'accepter. Si elles décident de l'accepter et d'être payées pour ça, c'est quelque chose de parfaitement légal. Je suis vraiment surpris de ce genre de commentaires. Vous avez le droit d'être surpris. En l'occurrence, ça ne change rien à mon propos. Je trouve curieux qu'on puisse se poser comme le principal défenseur de la liberté d'expression et d'utiliser tous les moyens légaux à disposition pour réduire l'expression des journalistes.